C'est un coup de téléphone d'un père divorcé à son fils de 7 ans. Il est en colère car son ex-femme a laissé son garçon dormir chez un copain. Et quand ta mère fait un truc comme ça, tu devrais lui casser la gueule. Pourquoi c'est pas ton père qui s'occupe de toi quand ta mère rentre pas? Tu veux m'expliquer ça? Tu veux m'expliquer ça? Non, je sais pas pourquoi. Mais t'es con ou quoi? Arrête de te laisser faire par cette espèce de connasse. Tu fous le camp dans cet appartement, tu fous le camp, puis c'est tout. Pauvre con, va. Pauvre con. Tu veux que je t'oublie? Un jour ton père, si tu continues comme ça, moi je m'en fous, je vais crever, je vais mourir, et c'est terminé des conneries. Alors tu choisis. Ou t'as un père et tu lui ressembles, et bien t'es moins con que ça. Ou bien on va chier ta mère pour con parce qu'elle voit pas mieux. Ce déversement de haine résume de façon caricaturale un terme indigeste, l'aliénation parentale. Il s'agit de la manipulation d'un enfant par son père ou sa mère pour éliminer l'autre parent. Un procédé tortueux, rarement volontaire, que l'on retrouve lors de divorces conflictuels. Ces manipulations s'apparentent à ce que l'on retrouve dans les sectes. Il y a plusieurs stades à l'aliénation parentale. Le premier, c'est celui-ci. Une fillette de 6 ans qui fond en larmes à chaque fois qu'elle retrouve son père. On appelle ça le conflit de loyauté. Tu veux venir avec moi? Anne pleure car elle a peur que sa mère ne l'aime plus si elle montre qu'elle est contente de retrouver son père. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Allez, viens. T'inquiète pas, ça va aller, ma puce. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Hein, ma petite puce? Donne-moi ta main. Ça fait pas plaisir de me voir? Hein? La voiture démarre, la mère est sans doute encore sur le trottoir, et Anne pleure toujours. Bah maman, tu vas la voir la semaine prochaine. On va passer une petite semaine ensemble, et après tu vas la voir. 10 minutes plus tard, Anne n'est plus la même. Oh, ce que ça fait du bien, enfin. Enfin, j'ai embrassé ma fille. J'ai pas vu depuis longtemps. Non, attends. Attends, c'est à moi. Mais pourquoi tu veux me faire des bisous, toi? C'est à moi. Bon, d'accord. De l'autre côté, moi. Oh. Bisous sur le nez, parce que lui, il m'a manqué. Et pour Karim, le père d'Anne, c'est à chaque fois un peu plus dur. La mère, dans son esprit revanchard, se sert littéralement de son enfant comme objet de guerre. J'imagine qu'elle s'en rend même pas compte, même plus compte. À chaque fois, c'est un stress. À chaque fois, c'est une épreuve parce qu'à chaque fois, c'est renouer un contact avec son enfant qui, par la force des choses, a été obligé de vous effacer de son esprit. Ma fille, je pense qu'elle est désemparée. Elle doit se dire, voilà, je dois jouer un rôle. J'étais avec papa, j'ai joué mon rôle avec papa, maintenant je dois jouer mon rôle avec maman. Le conflit date d'avant la naissance d'Anne, puisque le couple se sépare alors que la mère est enceinte. Les parents se disputent âprement et les procédures s'accumulent. Il y a 4 ans, le conflit est tellement enlisé que le juge aux affaires familiales d'alors les sermonne tous deux, comme des enfants. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes parent. Vous avez des responsabilités de parent. La plus grande responsabilité que vous avez, c'est d'essayer en tout cas de vous entendre et d'avoir un dialogue pour votre enfant. Pourquoi? Parce que votre enfant, plus ça va aller, plus va aller très mal. Est-ce que vous en êtes conscient? Bien sûr. Oui ou non? Bien sûr, je suis conscient. Ça y est, Voilà. je le vois déjà. Hein. Si vous n'arrivez pas à être à côté d'elle dans le respect, dans le sourire, vous réalisez le cadeau que vous allez lui faire. Est-ce que c'est ça que vous voulez?
Ouais, vous savez, je ne demande pas mieux que d'assumer mon rôle de père, madame la juge. Je ne demande pas mieux que d'être là et de recevoir ma fille, de lui donner de l'amour, de lui donner... Dans le respect des uns et des autres. Je ne peux pas le faire. Est-ce que vous avez envie que les choses changent? Je ne demande que ça, madame. Personnellement, je ne demande que ça. Bien. Mais les choses vont empirer. Non-représentation d'enfants, main courante, accusation de violence contre le père. Karim a des droits de visite réguliers, mais il sent que la mère tente tout pour les réduire. Il est aujourd'hui encore devant un juge pour mise en danger d'enfant. La mère l'accuse d'être dangereux pour sa fille et de la persécuter. Il en sort décomposé. Est-ce que vous avez pu parler à votre fille? 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes où la petite a été obligée de dire, de demander la permission à son beau-père pour venir m'embrasser. Alors que la juge a bien signifié à mon ex-compagne que j'étais son unique père et qu'aucun homme au monde n'a le droit de se faire appeler papa par la petite, quand bien même elle a une demi-sœur. Elle n'a qu'un seul père et une seule mère. Tout commence par là. C'est l'avocate de ma fille que j'ai découvert aujourd'hui, bien évidemment. La petite a une avocate à l'âge de 6 ans. Mon Dieu, mais jusqu'où ira-t-on dans cette histoire? Une avocate contre son père. Une démarche étonnante, sans doute initiée par la mère, mais qui ne surprend plus les spécialistes de l'aliénation parentale. Ces enfants deviennent tellement convaincants quand on les écoute que le parent aliénant, je décode à chaque fois, c'est-à-dire auteur du rejet, peut de bonne foi apparaître comme sincère. Vous savez, on a des enfants qui prennent la plume pour écrire au juge ou qui demandent à avoir leur propre avocat. Et le parent peut dire, mais écoutez, c'est pas moi, il a voulu écrire au juge. Il a demandé à interrompre les visites. 1, 2, 3, roi du silence. La mère d'Anne a trouvé une arme imparable contre Karim. Elle accuse Mehdi, le fils de sa femme, 9 ans à l'époque, d'attouchement sexuel sur Anne alors qu'elle avait 5 ans. Enquête, interrogatoire et examen gynécologique, classement sans suite, par 2 fois. Karim, le petit Mehdi, et surtout sa mère. La manipulation a bouleversé tout le monde. Les enfants, vous n'avez pas faim? Si. Alors, je pense que vous devriez arrêter de jouer et venir dans la cuisine. Une dernière partie du roi du silence. Entendre ce que la petite a été forcée de dire est juste, c'est juste inhumain. C'est juste inacceptable, venant d'une mère. Parce que les paroles de la petite n'étaient pas les paroles d'un enfant de 5 ans. C'était les paroles d'un adulte. Il me faisait des choses et même ses doigts étaient sales. Vous voyez? Ça allait dans le moindre détail. Jusqu'à un jour, il a pleuré, il m'a dit « Maman, je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas porter ça sur mon cœur. Le mieux, c'est que je parte vivre chez papa. » Mehdi est donc parti vivre chez son père. Et Karim, lui, enregistre une vidéo où il questionne sa fille sur l'incident. Dis-moi ma puce, tu ne voudrais pas me dire quelque chose? Il n'y a pas des secrets que tu veux me raconter avant de partir? Avec Mehdi, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème avec Mehdi. Sinon tu me l'aurais dit. Hein? Tu m'aurais dit ma puce. On a pensé que essayer d'avoir un enfant permettrait de construire une famille, puis essayer c'est-à-dire de prendre ça avec beaucoup de recul, vous voyez. Nous avons essayé et mon mari n'a pas pu. Parce qu'il m'a dit, je suis bouffée par cette histoire. Je n'arriverai pas à me concentrer sur notre vie.
parce que Anne est dans cette situation-là. Voilà notre vie de couple aujourd'hui. C'est surmonter les épreuves. C'est pas vivre de bons moments, c'est pas construire. Non. C'était se battre. Se battre. Excusez-moi. Karim habite en région parisienne, sa fille dans le sud. Il parcourt 800 km pour aller la voir. Les séparations sont un déchirement car il ne sait jamais comment il la retrouvera. Je pense que ma fille ne sortira pas complètement indemne de cette histoire. J'ai mal pour ma fille. J'ai mal pour ma fille. C'est clair que je l'ai perdue là, jusqu'à la prochaine fois. S'il y en a une. Si je serais pas obligé de repasser devant le juge, devant le procureur, devant ces innombrables attentes au commissariat, devant ces policiers qui vous disent « Mais monsieur, voyons, c'est pas vos 4 larmes qui vont nous toucher, il faut arrêter de jouer la comédie. Vous savez pas nous dire que vous avez tellement de sensibilité pour votre fille. Vous prenez votre voiture, montez à Paris, c'est pas bien grave. Un homme n'est pas censé avoir un cœur. » J'espère simplement que ma fille sache un jour que je me suis battu jusqu'au bout pour elle. Pour qu'elle soit heureuse d'avoir un père. Moi, ce qui me fait tenir personnellement, c'est l'espoir. C'est de me dire que de toute façon, il arrivera bien un jour où quelqu'un, un juge, comprendra et prendra les bonnes décisions. C'est long. Savoir que son enfant souffre et que soi-même, on ne peut pas aider son enfant, c'est quelque chose d'atroce. D'atroce. Richard, directeur d'école à la retraite, est dans une situation plus tragique encore. Il y a 5 ans, sa femme a quitté le foyer familial avec Laurence, leur fille. À cette époque, la petite a 7 ans, et la mère s'acharne à éliminer Richard de la vie de Laurence. Elle instille l'idée qu'il est violent, dangereux, tyrannique. Laurence a aujourd'hui 12 ans. La présence de son père lui provoque désormais de telles crises d'angoisse qu'il faut parfois l'hospitaliser. Dans la demeure de Richard, une chambre attend Laurence. Mais cela fait des années qu'elle n'y a plus mis les pieds. Voilà. Voilà la chambre de Laurence telle qu'elle l'a laissée la dernière fois qu'elle est venue. Ça fait maintenant plus de 2 ans. Et elle semblait contente quand elle était avec vous Ah oui, oui. Sauf quand j'allais la chercher devant les personnes, les témoins de l'échange, elle montrait qu'elle ne voulait pas venir. Mais dès qu'on arrivait ici, c'était fini. Et quand on repartait, que je la reconduisais chez sa maman à Pau, dès qu'on arrivait sur Pau, elle se mettait à pleurer pour montrer. Et une fois dans la voiture, elle m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Tu vas revoir maman, on a passé un bon week-end, on a des projets pour le week-end suivant. Elle m'a répondu d'une petite voix, mais tu comprends pas que je peux pas faire autrement? La mère de Laurence n'a pas souhaité nous rencontrer, mais les expertises la concernant sont accablantes. On parle de manipulation, du désir d'exclure le père de la vie de l'enfant, de mise en danger de Laurence. Mais la mère a contesté les conclusions des psychiatres, attaqué en justice les travailleurs sociaux, refusé 24 fois de présenter Laurence à son père. Le temps a joué contre Richard. Il ne voit plus sa fille qu'1 heure par mois.
Je pense que Florence est en danger et que mon devoir de père, c'est quelque part de la protéger contre ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il faut que je continue et qu'elle ne me dise pas plus tard « tu n'as rien fait pour m'aider à m'en sortir ». Et ça, c'est ce que je ne veux pas entendre. À la limite, je préfère qu'elle me dise « tu nous as harcelés, tu nous as embêtés et tout », plutôt qu'elle me dise un jour « tu m'as abandonné ». Le plus gros problème qu'il y a dans cette situation-là, c'est que ma fille refuse même tout contact avec moi. Toute parole, tout écrit. Elle a coupé vraiment les moyens de communiquer. Il n'y a plus de communication possible avec elle. Elle est complètement isolée, dans sa bulle, entretenue par le parent aliénant et le milieu dans lequel elle vit. C'est atroce. Oui, c'est comme ça. Enfin, ça ira mieux cet après-midi. Voilà. En raison des crises de panique de sa fille, Richard ne peut la voir qu'au point rencontre, un lieu réservé généralement aux pères abuseurs. Il est accompagné de Georges, un ami lui aussi confronté au problème de l'aliénation parentale. Richard, je te souhaite bonne chance. Voici comment se passent toutes ses visites avec sa fille de 12 ans. Bonjour. Pourquoi tu cries comme ça? Ça sert à rien. Calme-toi. C'est atroce. Je pense que je vais partir, parce que c'est insupportable. Mais je m'en vais pas parce que j'abandonne. C'est pas pour ça que je m'en vais là. Mais là, ça m'est insupportable. Je supporte pas. C'est trop difficile. Bon, Florence, au revoir et à bientôt. Richard a tenu une demi-heure. C'est très dur à vivre, c'est ce sentiment d'impuissance en fait, d'assister passif à une souffrance énorme. On ne peut rien faire, on subit, on attend que ça se passe. Voilà. Richard. Mais c'était très dur. On a tout écouté. J'avais la larme aux yeux, j'ai toujours... C'est horrible. C'est pas la fille que je connais. On lui a construit un passé qui ne lui appartient pas, qui n'est pas le sien. On lui a construit son passé. Tous les bons moments qu'elle a pu passer avec moi, on les a détruits, on les a occultés. C'est propre de la secte, de toute façon. Une secte, elle agit comme ça. On détruit tous les souvenirs pour reconstruire quelque chose qui n'est pas la vérité. Elle n'a qu'un but, c'est de plus me voir, c'est tout, quoi. C'est un formatage qui a été très bien fait. Et avec la complicité de la justice, parce que tout ça, c'était déjà écrit 6 mois après la séparation. Dans l'enquête sociale, c'était écrit déjà que c'était formaté. Ça fait 5 ans, ça. Et là, toutes les années qui passent, c'est autant d'années de traumatisme qui va venir s'ankyloser. Et la réparation de ces blessures sera d'autant plus longue que l'institution judiciaire les aura laissées perpétrer. Un enfant qui est victime d'aliénation parentale considère le parent qu'il rejette pratiquement comme un étranger, donc il développe une sorte d'indifférence, ça c'est dans les meilleurs cas, ou comme un ennemi. Et il développe à ce moment-là une dureté, une cruauté tout à fait étonnante. On a l'impression que ces enfants sont littéralement entrés en guerre. On les appelle entre nous, nous psychiatres, les enfants soldats. Les enfants soldats sont en guerre malgré eux.
Et Richard dénonce les défaillances des autorités judiciaires pour tenter d'apaiser les conflits. Démarche presque dérisoire. Il distribue des tracts informatifs en compagnie de pères et de mères devant les tribunaux. Les enfants, sauvons-les, il faut qu'ils soient protégés quelque part. Qu'ils restent à leur place d'enfants. On les met au courant de ce qui se passe, mais qu'on les préserve de ces cochonneries d'adultes. Ne pas les prendre comme témoins d'une querelle d'adultes. Et des otages. Et des otages. Et des otages. Madame le juge, tenez. Mais je sais pas, je sais pas, monsieur. Mais si, madame, c'est très intéressant. Dans cette lutte contre la folie des adultes, la justice a un rôle essentiel. Richard se rend aujourd'hui au tribunal de Bayonne pour récupérer la décision de la juge aux affaires familiales. Il espère le rétablissement progressif des visites chez lui ou en dernier recours un placement de sa fille dans un lieu neutre pour la couper de l'influence néfaste de sa mère. Les experts préconisent cette solution. C'est épais en tous les cas. Aujourd'hui, Laurence est âgée de 12 ans, elle est capable de discernement. Donc, pas de décision tant que la juge n'aura pas auditionné Laurence. On ne parle pas de mes droits. C'est-à-dire que ce mois-ci, il n'est pas fait référence à ce que je vois ma fille en point rencontre. Tout est suspendu, et alors qu'elle a déjà été auditionnée maintes fois, on va l'auditionner, avec toutes les conséquences que ça a, parce que comme elle est tellement dans l'aliénation parentale, c'est certain qu'elle ne va pas dire qu'elle veut me voir. Alors quelle conclusion en tirera le juge, j'en sais rien. Ça veut dire que on arrive au terme de l'aliénation parentale, c'est-à-dire que la face extrême, on va constater que ma fille ne veut pas me voir, point. Voilà. C'est pour elle que je me bats. Mais c'est usant, c'est vrai que c'est usant. Et je comprends qu'il y a des pères qui abandonnent. C'est forcément... on peut comprendre. Tous les experts, tous les rapports disent que ma fille a besoin de son père. Elle doit voir son père. Tous les rapports. Même la juge pour enfants dit que ma fille est en danger si elle continue à faire sien le ressenti et les paroles de la mère. Et pourtant, voilà, on continue. Voilà. Là, je suis anéanti. Une nouvelle fois. Après l'audition de Laurence, Richard n'a été autorisé à voir sa fille qu'une seule fois pendant l'été. Pour la revoir, il lui faudra passer à nouveau devant la justice. Ce sont des enfants tellement déterminés qu'ils font peur, ils font peur même aux juges, qui n'osent pas, dans certains cas, adopter des solutions énergiques, de peur que l'enfant se mette en danger. Contraindre un enfant à rendre visite à un parent qu'il rejette, c'est quelque chose de risqué. Mais ne rien faire, c'est quelque chose non seulement de lâche, mais de risqué aussi. Simplement, le risque est à long terme, il est pour l'enfant, et le professionnel, lui, ne sera pas inquiété. Mes chéris, j'ai volé dans le ciel pendant 2 jours, et j'ai confié au vent ma prière, vous retrouver. Je voudrais tellement vous emmener ici, dans ces montagnes, et vous faire découvrir tant de beauté et de joie. J'ai mal pour ce silence qui nie mon existence, mais peut-on oublier une mère? J'attends contre toute espérance. Je vous aime, maman. Marie-Noël est la mère de 2 adolescentes de 14 et 16 ans qui ont été enlevées en Syrie par le père. Quand Richard dénonce les lâchetés de la justice, Marie-Noël dit qu'elle a été abandonnée. Alors depuis 5 ans, ses filles, sous influence du père, refusent tout dialogue avec elle. J'ai l'impression qu'on vole mes enfants, qu'on vole le bonheur, ma vie et ces moments qui passent, quoi.
Surtout qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on les retrouvera. Marie-Noëlle se marie au Liban en 1992. Elle est infirmière et travaille dans les camps de réfugiés. Dans le tumulte d'un pays cabossé par les conflits, le couple vit une histoire forte. 2 enfants naissent de cette idylle, Marine et Nour. Mais le conte de fées se brise le 20 juin 1997, dans un virage à Beyrouth. Marie-Noëlle y perd ses jambes et surtout ses rêves. C'est donc ici qu'il y a eu l'accident. J'arrivais du haut, je sortais de chez des amis. J'avais pas ma ceinture, il y avait des gravillons. On a tapé sur la montagne et puis on a été tout droit après. J'étais avec mon enfant. Il n'y avait pas de rambarde, donc il y a eu des tonneaux. J'ai voulu retenir ma fille, j'ai eu le bras cassé, je suis passée par le pare-brise et j'ai atterri sous la voiture. Moi, ce qui m'a aidée, c'est que mon enfant n'a rien eu. Quand une enfant a la vie sauve, on peut accepter, nous, de mourir un peu, quoi. Marie-Noëlle devient paraplégique et le couple se fissure peu à peu. Elle dit que son mari là-bas et fuit en France avec ses filles. Il la rejoint, mais au bout de quelques mois, il repart au Liban avec les enfants. Et en juillet 2005, il disparaît définitivement. Désespérée, Marie-Noëlle fait appel aux médias pour retrouver ses filles. Je les attends de tout mon cœur. Le père riposte en les faisant témoigner à la télévision libanaise. Il veut montrer que ce sont elles qui demandent à rester avec lui. Elles ont alors 9 et 11 ans. أنا خلقت هون وكبرت هون ما بدي أروح على فرنسا هلا بتمنى يخلص المشكل ونخلص مع كل شيء هيك ونضل هون مع البابا. Marie-Noëlle va afficher le manque de ses filles jusque sur son balcon. Après 3 ans de combat, c'est finalement en Syrie qu'elle les retrouve. Elle revoit ses filles avec l'aide de l'ambassade de France, mais la rencontre se passe mal. Les enfants la rejettent violemment. Aujourd'hui, le seul lien, ce sont des courriers qui restent sans réponse. Sachez que je ne vous abandonnerai jamais. Un jour, vous comprendrez mon combat. Je vous aime, maman. Elle ne répond pas. Moi, je veux dire, les quelques messages que j'ai eus, d'abord, je ne pense pas que ce soit elle qui les écrive. C'est tellement, c'est pas un style d'enfant. Et puis c'est... Donc moi, les messages auxquels je pense, c'est évident que c'est pas elle, c'est un langage de comptable, c'est un langage d'adulte. Et c'est leur silence que je reçois. Donc après, j'interprète ce silence. Hein. Elles sont pas libres, pas libres. La question, je me dis, mais comment elles font à l'école? Qu'est-ce qu'elles disent sur moi? Et je trouve ça terrible de savoir qu'au fond, on a une maman et qu'on n'a pas le droit de dire qu'on a une maman. Et surtout, on n'a pas le droit de dire qu'on l'aime. Aujourd'hui, seul le consulat de France a conservé un lien fragile avec les 2 adolescentes. Ils tentent de les convaincre de revoir leur mère, mais elles y mettent des conditions dictées par le père. Les diplomates ne sont pas formés à l'aliénation parentale et Marie-Noëlle estime qu'ils se laissent influencer par la parole de ses enfants. Lors d'une rencontre avec les membres du consulat l'an passé, elle s'est sentie sur le banc des accusés. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qui se passe? Alors, le seul but, c'est que vous puissiez les voir aussi rapidement que possible. Parce que maintenant, effectivement, vous avez toutes les raisons de penser qu'elles sont directement ou indirectement manipulées par leur père. Le problème, c'est qu'on se heurte aussi à ça, c'est elles veulent ou elles ne veulent pas, elles mettent des conditions ou elles n'en mettent pas. Non mais je m'excuse, moi je suis pas d'accord sur cette liberté intérieure qu'elles n'ont pas. C'est des enfants conditionnés. Et donc elles sont enfermées. Donc elles vont pas dire ce qu'elles pensent intérieurement, elles vont dire ce que leur a dit le père pendant 3 ans. Moi je veux des enfants sans aucune condition, ça c'est une bonne foi. Partant du principe que le père des enfants est arrêté et que donc on récupère les filles et qu'à partir de là,
vous pouvez les voir. Et si elles refusent toujours de vous voir, elles sont à un âge où elles peuvent déclarer à un juge « je ne veux pas voir ma mère ». Les enfants, elles m'en veulent, je le sais, parce qu'elle s'est sentie abandonnée. Oui. Hein. Oui. Elle s'est sentie abandonnée, donc elle ne veut pas reprendre mamie avec moi parce qu'elle a peur de revivre cet amour. Moi, je ne peux pas forcer les enfants à venir. Si elles ne sont pas décidées, moi j'ai passé, je ne sais plus, en décembre, vous savez, pour Noël, pendant 3 heures j'ai bataillé. Elles n'ont pas varié d'un iota. Alors, elles ne voulaient pas. Est-ce que je les force à venir? Je n'ai pas, je ne peux pas, moi. Et là, franchement, vous feriez quoi à ma place? Vous voulez que je sois franche? Oui. Je vous trouve très maladroite. Ouais. En tant que mère, je vous trouve extrêmement maladroite. Franchement. Je recevrai, j'ai vu vos mails par la force des choses, je recevrai ces mails-là de ma mère, hein, et je sais ce que c'est d'avoir perdu un parent. Je ne vous parlerai plus jamais. Pourquoi? Parce que vous ne me donnez pas envie. Bon, alors moi, je veux dire, je suis une cote. Non, attendez, ça, je ne sais pas écrire à mes enfants. J'inverse le rôle. Ok, attendez, non, on va être clair. C'est dur quand même ce que vous me dites. Oui, mais je sais que c'est dur. Depuis un an, je leur écris pas une réponse qui soit logique. Je vois 10 points en disant comment tu vis, avec quel argent, c'est quoi ton allocation, et nous on n'a rien. Je peux pas croire que c'est elle. Je peux pas croire que c'est elle. Si vous me permettez de vous faire une suggestion, c'était d'être peut-être de changer le ton de vos mails. Je vous l'ai dit, c'était très impersonnel. Moi, je l'avais ressenti comme cela. Attendez, moi, je vais vous dire, alors là, je parle avec Médric, j'en ai marre, je ne tiendrai plus. Moi, mon seul espoir, c'est de revoir mes enfants. Un jour, elles comprendront mon combat quand elles seront mères. Marie-Noëlle sort accablée de ce genre de réunion. Je vais peut-être vous choquer, mais ma vie pour moi est terrible sur Terre. Et pour moi, vraiment, ma mission, c'est de retrouver mes enfants, pas pour moi. C'est vraiment retrouver mes enfants et leur montrer que la vie, c'est pas que l'enfermement, que vivre dans un monde très dur. Et quand j'aurai fait ça, je crois que je serai heureuse de partir. Parce que vraiment, là, il y a beaucoup de souffrance dans ma vie. Autant on a un temps pour vivre, un temps pour se battre, mais il y a un temps pour se reposer. Et pour moi, la mort, ça sera un grand repos, quoi. Dans un peu plus d'1 an, l'aîné sera majeur. Et Marie-Noëlle sait que le père, la diplomatie ou la justice jouent la montre. Face à la détermination des 2 adolescentes, fermer les yeux est parfois plus facile. L'année dernière, Marie-Noëlle a fait 3 infarctus. Son combat l'épuise. Je dois sauver mes enfants. Je dois sauver mes enfants. Je ne sais pas à quel point eux ils sont. Mais après 15 mois, ça ne doit pas être facile. Ça a dû les affecter psychologiquement énormément déjà. Je dois les sortir de cette situation. Samantha, une Anglaise en quête de ses 2 garçons retenus par leur père français depuis 15 mois. Elle est dans la même situation que Marie-Noëlle car les adolescents disent qu'ils ne l'aiment plus et qu'ils ne veulent plus la voir. Samantha affirme que c'est le père qui les manipule. Le caractère de leur père est très fort. Et je sais qu'ils ont dû avoir peur au moment où ils ont dû comprendre qu'ils n'allaient pas revenir chez maman. Je pense qu'il y a dû avoir... ils ont un parent et pas 2 à partir de ce moment-là. Et je sais qu'ils veulent garder ce parent, garder l'amour de ce parent, pas perdre les 2. Ils ont perdu un parent, ils ne veulent pas perdre les 2. Donc il faut faire ce que papa dit. La justice française a condamné Thierry, le père, à rendre les 2 garçons à la mère. Samantha va donc chez le procureur du tribunal de Poitiers pour lui demander d'appliquer cette décision de justice. Elle est accompagnée par un membre de l'association ACALPA, spécialisée dans l'aliénation parentale. À la sortie, c'est la déception. Comment ça s'est passé? Comme j'attendais, il ne veut rien faire et il ne veut pas faire exécuter les jugements de force et il refuse absolument de comprendre la notion
aliénation parentale. Je lui ai demandé si vraiment il n'avait pas l'impression, en refusant donc de faire appliquer la loi, d'être complice quelque part, en l'occurrence du papa qui ne respecte pas la loi, tout simplement. Thierry manipule-t-il ses enfants? Il dit qu'il est simplement à l'écoute de ses fils et c'est pourquoi il ne les renvoie pas en Angleterre. Ils ont aujourd'hui 12 et 15 ans. C'est très grave d'empêcher un enfant de voir soit le papa ou soit la maman. On n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'on lui enlève quelque chose à eux. Mais là, ils n'ont pas le droit de voir la maman, là. C'est pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est qu'ils ne veulent pas. Personne n'a le droit de marcher dans la tête de l'autre. On ne pense pas pour l'autre, on pense à l'autre. Et donc là, moi, je ne pense pas pour eux, je pense à eux. Et je ne ferai pas je ne ferai pas en France ce qui s'est passé en Angleterre. Ça, c'est sûr et certain. Samantha et Thierry, c'est l'histoire d'un divorce ardu. En 2001, elle disparaît avec les garçons en Angleterre. Thierry obtient des droits de visite et en décembre 2008, pendant des vacances en France, les enfants affirment être maltraités par leur mère. Ils disent vouloir rester chez leur père et un premier jugement leur donne raison. Quelques semaines plus tard, la cour d'appel ordonne le retour chez leur mère. Au nom de ses fils, Thierry refuse. À leur âge, il estime que leur parole doit être entendue. Je leur dis, écoutez, voilà, est-ce que vous voulez parler à leur mère, à votre mère? Ils me disent non. Je dis, est-ce qu'elle vous manque? Ils me disent non. Le jour de son anniversaire, je leur ai dit, est-ce que vous voulez appeler votre mère pour le souhaiter l'anniversaire? Est-ce que vous voulez envoyer une carte? C'est non. Bon, je vais pas me mettre en colère à chaque fois, quoi. Je veux dire, il arrive à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. De toute façon, vous le savez, hein, les gars, moi je veux pas que vous viviez dans la haine, hein. Si vous voulez un jour parler ou téléphoner à votre maman, il n'y a pas de problème. Et ça, vous le savez, hein, on est bien d'accord. Vous avez les outils pour, on va dire. Les ordinateurs sont quand même présents, on est d'accord. Thierry dit qu'il protège ses enfants. Et ceci le conforte dans cette idée. Je veux jamais la voir, moi, je n'ai plus envie. Si vous aviez quelque chose à lui dire, là, à votre mère, qu'est-ce que vous voudriez lui dire? De nous laisser tranquilles. Qu'elle reste où elle est. Si votre mère voulait vous dire quelque chose, qu'est-ce que vous souhaiteriez entendre, vous? Qu'elle s'excuse et qu'elle nous laisse vivre en France. Alors si elle vous disait je vous laisse vivre en France, est-ce que vous accepteriez de la revoir, hein? Non. Pourquoi donc, hein? Parce que tout ce qu'elle a fait, ça se faisait pas, et puis voilà, j'ai pas envie de la voir. Ça donne des mauvais souvenirs. Ouais. Elle a été agressive, elle a été méchante, voilà, on n'avait pas le droit de parler de la France, on n'avait pas le droit de parler de notre père. Pendant la discussion, Thierry ne peut s'empêcher d'apporter des précisions. Être emmené chez des copains ou faire les booms, tu sais. C'est à toi d'expliquer tout ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes pris quand même dans un conflit d'adultes? Ouais. Ouais. Un peu, oui. Et que finalement, vous n'avez pas toujours le choix parce que vous êtes des enfants? Ouais. Une fois que le processus est installé, le parent favori a beau jeu de dire écoutez mon enfant et je le laisse entièrement libre. Il a d'ailleurs son téléphone portable, il n'a pas besoin de moi s'il veut appeler sa mère ou son père. Enfin, une fois que l'aliénation est là, le parent favori n'a pratiquement plus rien à faire. Le rejet appartient à l'enfant qui le revendique et qui dit c'est moi qui ne veux pas. Autrement dit, ils ont désappris à aimer. Ils ont, si je peux prendre cette image, cette métaphore informatique, ils ont effacé le disque dur de la mémoire affective. Lorsque vous demandez à ces enfants, par exemple, s'il leur reste quelques bons souvenirs, dans les cas les plus sévères, eh bien, ils vous répondent que non, qu'ils n'ont jamais rien fait ou jamais rien vécu d'agréable avec le parent qu'aujourd'hui ils rejettent. De son côté, Samantha n'ose pas trop insister pour garder le contact avec ses fils. Il faut dire qu'elle craint leur réaction plus que celle de Thierry, qui n'a jamais été violent.
Lors de son dernier séjour en France, tout ce qu'elle s'autorise, c'est de tenter de les entrevoir à l'entrée de l'école, cachés à l'arrière de sa voiture. J'ai peur et je ne sais pas pourquoi. J'ai peur de faire peur à mon fils, injustement, étant la maman délaissée. On est en deuil. C'est un deuil profond. Oh, I think that's him. Is it? Oh, I got to see him. Well, that's the most contact I've had in a very, very, very long time. That's why it's so emotional. Une silhouette qui disparaît sous un Porsche, c'est tout ce que Samantha aura pu voir de ses fils. En dernier recours, elle tente de les appeler. Thierry ne s'y est jamais opposé. Allô, Thierry, c'est Samantha ici. Oui? Est-ce que je peux parler aux enfants, s'il te plaît? Je te les passe, tiens. Allô, mon chéri, c'est maman. Bonjour, mon chéri, ça va? Elle est en Angleterre, mon chéri. Bon, ben, au revoir. Carla, c'est la demi-sœur des deux garçons. Cette fillette de 10 ans est elle aussi au cœur du conflit parental, car Samantha, à son tour, est accusée de la manipuler. Allô, mon chéri? Quoi? Est-ce que je peux parler à Michel, s'il te plaît? Attends, quoi? Est-ce que je peux parler à Michel, s'il te plaît, mon parler. chéri? Il veut pas te parler. Pardon? Oui. Donc, il veut pas te parler. Mais je veux juste lui faire un petit coucou. Ok? Donc, si tu vas passer par là, et voilà. Je t'aime, mon chéri, je t'aime beaucoup. Carla vit en Angleterre. C'est la fille de Samantha et d'un avocat français, Christian. Carla a disparu en Angleterre en 2001 avec les deux garçons. Samantha affirme que Christian a volontairement abandonné sa fille, mais lui dit qu'elle a tout fait pour l'éliminer de la vie de Carla et qu'il est sorti de cette lutte épuisé. Premier droit de visite, ça s'est merveilleusement bien passé. J'avais une gamine qui était chaleureuse, qui avait envie de me voir, qui avait gardé des souvenirs et qui manifestement avait le souvenir de bons moments passés avec son père. Bon, et puis il y a eu une évolution, je dirais qu'entre le début, les premiers droits de visite et les derniers, là j'ai senti monter un petit peu l'impact que le discours de la mère pouvait avoir sur ma fille. En l'espace de pratiquement 7 ans, au mois d'octobre qui va arriver, j'aurais vu ma fille en me battant très très fort et en dépensant une fortune, je l'aurais vue que pendant 5h30. 5h30. Christian, à bout de force, a renoncé à s'acharner. Et sa fille n'a plus de nouvelles de lui, car Samantha fait barrage. Le masochisme a ses limites. C'est-à-dire, je pense qu'il faut le plus longtemps possible continuer à dire à son enfant qu'on l'aime et qu'on l'attend et qu'on espère le retrouver. Mais à un moment donné, quand la rage et l'hostilité sont telles qu'on parle à un mur, eh bien, il faut savoir se retirer. Mais ça revient à quelque chose d'impossible, c'est-à-dire faire le deuil d'un enfant en vie. Pour les deux garçons, Carla devient donc un prétexte qu'ils utilisent contre Samantha. La dernière fois qu'ils ont vu leur mère, c'était lors d'une tentative de médiation. Et ce jour-là, l'aîné a frappé Samantha, sous l'œil du procureur et de 2 assistantes sociales.
Comme papa il a dit tout à l'heure, quand je l'ai rencontré je ne sais plus où, je sais pas, je me sentais pas bien, puis je croyais que ça me donnait l'envie de lui faire mal, et puis voilà. De lui faire mal, hein? Ouais. Mais pourquoi tu as eu envie de lui faire mal, hein? Parce qu'elle m'a fait mal, et puis je trouvais que, je sais pas, j'ai voulu, je sais pas, c'est un Te peu... défendre. Ouais, me défendre. Je souffrais un peu, donc je sais pas, peut-être que j'ai voulu qu'elle souffre aussi, puis c'est venu comme ça. Ça m'a soulagé un peu. Ouais, ça m'a soulagé. J'ai pleuré, mais ça m'a fait du bien. Quand je me libérais, j'avais l'impression que j'avais enlevé un poids sur mon dos. Le fait qu'il m'a agressée, c'était pas ça le pire. C'était le fait qu'il pense je l'ai fait pour mon papa afin de se rassurer lui-même. Par contre, il y a une chose qui est vraie. Depuis ce jour-là, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de ça, mais les enfants se sont posés. Ils ont eu le sentiment de... Vous savez, le sentiment, je pense que c'est comme un sentiment qui lui avait passé le message de l'expression « on ne veut plus te voir ». En gros, c'était presque... On est obligé de te l'expliquer comme ça, parce que tu n'as jamais voulu nous écouter, tu nous as jamais entendus, quoi. En gros, c'est ça. Et en fin de compte, depuis ce temps-là, j'ai le sentiment qu'ils apprennent à vivre, quoi. Samantha repart sans avoir rien obtenu de la justice française. Le procureur ne veut pas renvoyer ses fils par la force car ils sont trop âgés et le rejet de leur mère trop profond. Samantha sait que le temps qui passe élargit plus encore le fossé avec ses fils. Elle sait aussi qu'un jour, Carla lui demandera sans doute pourquoi elle n'a pas pu voir son père pendant si longtemps. Que deviennent les enfants matraqués par la violence des adultes? Cette banderole résume 3 ans de combat d'un père, Olivier Limay. Le lourd héritage d'une séparation violente, où ces 2 jeunes, Coraline, Jim, mais aussi Sam, leur petit frère, ont été enlevés au Kenya par leur mère belge, à l'âge de 12, 10 et 6 ans. Pendant ces 3 années, leur mère va s'acharner contre leur père, jusqu'à en faire un objet de terreur. Ce qu'on appelle l'aliénation parentale, je trouve que ce serait plus facile et plus juste de dire que c'est un moment où l'enfant a dû s'associer totalement, corps et âme, avec un de ses parents pour survivre. Et c'est un processus de survie, je vais dire, sain, dans un contexte qui n'est pas sain. De façon insidieuse et peut-être involontaire, la mère a fait croire qu'Olivier était un mauvais père, qu'il était dangereux, qu'il n'aimait plus ses enfants. Il y a plein de choses dans la vie de tous les jours où, par exemple, on allait parler de papa, maman allait tirer la tête. Mais c'est tout du langage non verbal. Pour nous, on disait « Ah, maman réagit comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ah donc, c'est pas bien alors. Par exemple, on passait devant l'ambassade de Belgique, maman ouvrait sa fenêtre, elle crachait. Bon, elle crache, on crachait tous devant. Pourquoi? L'ambassade, c'était pas bien. Il y avait sûrement des gens qui essayaient de nous attraper et que c'était sûrement papa qui essayait de nous attraper. C'était vraiment l'exterminer, quoi. En sens, pour être convaincu que c'est un démon et qu'il faut plus jamais que j'y pense, quoi. Vous avez détesté votre père? À certains moments, moi, je sentais qu'il y avait toute une partie qui était complètement démolie, quoi. Qui était noircie, qui était dégueulasse, qui était immonde, qui était un démon, quoi. Enfin, chose que je ne devrais pas approcher, que je devrais m'en éloigner au maximum. C'était cette espèce d'ombre noire, quoi, que je devais juste éviter. Ça, c'était mon père et la Belgique, quoi. Au début, pourtant, rien de tout cela.
Comme dans la plupart des histoires de famille, celle d'Olivier Limay est peuplée de belles images, où l'insouciance se mêle au rire d'enfants. La mère vit très mal la séparation et les 3 enfants deviennent l'arme du conflit. À la suite de l'enlèvement, Olivier Limay va soulever des montagnes pour tenter de les retrouver, jusqu'à en perdre parfois espoir. Je me souviens de ce cauchemar pendant les semaines qui ont précédé, de façon très répétitive, de voir Coraline, Jim et Samuel dans une grande bulle de verre qui s'enfonce dans l'océan. Et moi je nageais en essayant de les rattraper, de plus en plus profond, et je suffoquais, j'en pouvais plus, je veux dire, j'étais à bout. Et je pense que c'était... Le retour est en effet aussi violent qu'imprévu. Un commando de la police kenyane prend les 2 aînés de force et les met dans un avion. Direction la Belgique. La date est lourde de symboles, 11 septembre 2001. Sam n'est pas de la partie car la police l'a manqué de peu. Coraline et Jim ont alors 15 et 13 ans. Quand on est revenu, moi je me souviens, ça m'a frappé super fort parce que je voyais qu'elle nous avait trahis, qu'il y avait plein de choses sur lesquelles elle avait bien insisté, qui étaient en réalité que des bobards. Et là, tout votre monde s'écroule, non? Ouais. Ouais, quand on est revenu, c'était... Ouais, on est paumé entre 2 parents qui disent tous les 2 soi-disant la vérité. Paumé entre 2 mondes. Parce qu'il y avait le monde chez maman, le monde chez papa. Et puis il fallait aussi pouvoir se rattacher à quelque chose, pouvoir essayer de retrouver des points d'attache pour se reconstruire. Ça, honnêtement, ça a été l'enfer. Coraline et Jim retrouvent un père bien loin de l'image qu'on a donnée de lui. Peu après leur retour en Belgique, ils les autorisent même à repartir librement voir leur mère au Kenya. Je me rappelle avoir dit un jour à Jim, et lui avoir redit ça plusieurs fois, si tu crois que tu me fais plaisir en disant ou même en pensant du mal de maman, je voudrais que tu saches que tu te trompes, que ça me fait pas plaisir. Je peux avoir un moment où je me dis, j'en ai quand même bavé hein, avec Marie, avec la maman de Coraline, Jim et Sam, j'en ai quand même bavé dans ce qui s'est passé là. Et en même temps, est-ce que j'ai le souhait que eux lui fassent payer quelque chose à ça? Non, non, j'ai pas envie de ça. Je souhaite pas ça. J'ai pas envie de ça. Ça m'apporte rien. Peut-être que ce serait soulageant à un moment, mais non, en fait, c'est pas soulageant. Ce qui est soulageant, c'est de me dire, chouette, ces jeunes-là, comme je les vois aujourd'hui, ils arrivent à aller chez leur maman, où je sens bien qu'ils n'ont pas de honte à y aller. Qu'on puisse avoir des moments de colère, de rage vis-à-vis de ses parents, ben heureusement. Que ce soit quelque chose où on rejette tout de son père ou de sa mère, ben je crois qu'on se fait du mal. Donc, si je contribue à se faire du mal, j'ai pas de fierté de ça. Pour le père de Coraline et Jim, le combat n'est pas fini. Samuel, son 3e fils, qui a aujourd'hui 18 ans, est toujours au Kenya et refuse de le voir. Olivier Limay dit que s'il revient, ce ne sera pas un retour, mais une arrivée. Bonne semaine. Toi aussi. Est-ce que vous en voulez aux adultes? Ouais. Ouais. C'est leur responsabilité à la base. S'il y a quelque chose qui flanche, s'il y a quelque chose qui dérape, c'est uniquement de leur faute. Et c'est simplement leur devoir de faire les choses bien. Je crois que la personne à qui j'en veux, c'est moi-même. Parce que je me suis dit, mais pourquoi j'aurais dû dire non? Et en même temps, elle était tellement forte que... Ben voilà. Tu étais aussi tellement petite. Ouais. En 2010, ni les magistrats ni la police n'ont de formation spécifique sur l'aliénation parentale, alors que les affaires de divorce conflictuels encombrent commissariats et tribunaux. Le combat est encore long, avant que ceux que l'on surnomme les enfants soldats trouvent un espace de paix
dans le tourbillon destructeur des adultes.